Bonjour Chris Simon. Je suis bien contente de te recevoir. On se connaît depuis pas mal de temps maintenant, puisque toi tu es une des pionnières on va dire, des auteurs indépendants en numérique, hein. Mhm. Bien sûr, tu écrivais depuis avant, mais tu vas nous l'expliquer. Mais on va dire, puisqu'on est vraiment là dans le cadre toujours un petit peu de l'auto-édition, pas seulement, mais en partie. Donc, tu es une des pionnières. Et comme moi, bon, j'ai pris le deuxième train, j'ai pas pris le premier. Toi, tu étais dans le premier. Bon, on s'est rencontrés très tôt. En fait, je t'ai découverte grâce à la série que tu avais écrite, Lacan et la boîte de mouchoirs. Bon, moi, je m'intéresse beaucoup à la psychanalyse. Donc, quand j'ai vu Lacan, un roman avec Lacan en titre, je me suis dit, non, c'est vachement gonflé d'écrire un roman où carrément il y a Lacan dans le titre et la boîte de mouchoirs. Alors, ça faisait sourire. Bien sûr, les gens qui ont fait des psychothérapies connaissent l'importance de la boîte de Kleenex. Voilà, de la boîte de Kleenex dans le cabinet du psy. Et ça m'a fait sourire, ça m'a plu. Et je me suis dit, bon, ben ça voilà. Et là, j'ai découvert, bien sûr, ton écriture. J'ai été charmée par ta plume, que je qualifierais d'incisive, mais de légère, d'ironique. Et en même temps très fouillée toujours dans les personnages. Donc bon, voilà, c'est vraiment très agréable de te lire. Enfin, moi j'aime beaucoup. Tes personnages sont très fouillés et j'aime bien. Donc je te suis depuis. C'est toujours un grand plaisir de lire ce que tu écris. Mais je voudrais dire aussi que, en plus de tout ça, tu es très active sur le net en tout ce qui concerne les auteurs, indépendants particulièrement, mais pas seulement. Et tu as un magazine qui s'appelle le Mac des Indés, qui est très riche. Je mettrai le lien là. Donc voilà, je dis aux gens qui suivent cette vidéo, vous pouvez vous abonner à son magazine parce que vous apprendrez toujours des tas de choses. Elle est au courant de tout et elle passe, c'est une passeuse d'informations, donc c'est toujours vraiment passionnant. Alors que ce soit des informations pratiques dont on a besoin ou que ce soit des blogs de gens qui ont écrit des super articles amusants ou fins sur les questions qui nous intéressent. Donc voilà. Mais on n'est pas là pour parler de ça, ni de marketing, on est là pour parler littérature. Et plus particulièrement aujourd'hui, on va parler de la série, de l'idée des séries, des feuilletons, parce que Chris, donc, elle a écrit cette série, Lacan et la boîte de mouchoirs, mais elle en a écrit une autre aussi qui s'appelle Brooklyn Paradis en plusieurs saisons. Donc, ma première question, ça sera, Chris, pourquoi est-ce que tu es attiré par l'écriture plutôt de séries, plutôt que de romans uniques, d'objets uniques? Bon, bonjour Alice. Et bonjour à tous ceux qui vont nous regarder en tous les cas. Les séries, en fait, ça vient de ma formation de base, c'est que je suis formée au scénario. Et je pense que ça joue énormément puisque dans le scénario, enfin, la façon dont moi j'ai appris le scénario, je l'ai appris aux États-Unis, on part du personnage et à partir du personnage, on crée alors une situation, un personnage, une situation et à partir de ça, on peut créer un film, deux films, trois films, 10 films. Voilà, donc pour moi, c'est un peu le format logique. Et la deuxième chose, c'est que j'aime pas les fins et j'aime bien Ah, tirer. Et aussi, en tant qu'auteur, j'aime bien tirer le maximum de ce que j'ai, des personnages que j'ai. Et donc, la série, c'est génial parce que on peut ramener des personnages qui avaient un rôle à un moment donné. D'ailleurs, vous verrez dans la saison 3, il y a des personnages qui reviennent qui n'étaient pas revenus dans la saison 2. oui. La Et moi, ça babysitter me dit, peut-être, je sens la ouais. babysitter qui revient. Et moi, j'aime bien faire revenir, surgir les personnages qu'on avait un peu oubliés. Et seule la série fait ça et en fait, c'est plus, je pense que la série s'y prête plus que le roman, dans la mesure où on n'a pas le temps dans un roman d'oublier le personnage. Non, oui, c'est vrai. Mais bon, cette histoire de fin m'intéresse aussi. Donc, t'aimes pas les fins de romans. Alors, tu voudrais que ça se finisse jamais, que... Voilà. Moi, quand j'aime un roman, j'ai pas envie qu'il se finisse. Et d'ailleurs, je ralentis ma lecture. Et pire que ça, il y a des auteurs que j'adore. Je n'ai pas lu leur dernier livre. Par exemple, il y a une auteure que j'adore, c'est Toni Morrison. Et j'ai pas lu ses 3 derniers livres parce qu'elle est assez âgée maintenant et je pense qu'elle va mourir. Et donc, il me restera ces 3 livres après sa mort. Et si je les lis maintenant,
je me dis, plus de livres, j'aurais plus de temps à passer avec elle, en Oui, fait. oui, oui, Donc, oui, oui. voilà. Donc, pour moi, c'est important la fin est difficile, voilà. Oui, oui, oui. Ben, il Mais paraît que c'est une des choses qu'on, enfin si je me trompe peut-être, mais qu'on apprend à faire en psychothérapie, c'est accepter la fin, accepter que les choses ont une fin, hein, et notamment notre vie. Donc, bon, c'est pas mal aussi de refuser la fin dans les romans, comme ça, bon, ben, c'est un moyen de, voilà, de toi, prolonger. tu fais des séries, tu acceptes dans ta série De Rosie, avec en- Rosie. Rosie, Oui, Rosie Maldon, tu, tu acceptes une fin, mais en même temps, tu fais toujours revivre Rosie dans une nouvelle aventure. oui, Donc, oui, oui. c'est assez similaire quelque part quand même. Oui, 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 oui. C'est-à-dire, mais moi j'aime bien que les choses finissent parce que je Oui, suis cartésienne et puis je veux toujours trouver des solutions. Ça, c'est le côté qu'a Rosie Maldon aussi. Il faut des ok. solutions. Donc, qui dit solution dit fin de quelque chose. Voilà, on boucle, mais après on passe à autre chose et la vie continue effectivement. Voilà. Ouais. Oui, c'est un peu ça. Voilà, bon, ben, effectivement. Alors donc, on va parler aujourd'hui particulièrement de Brooklyn Paradis. Alors, Brooklyn Paradis, c'est... Alors, je la présente à ma façon, mais après, toi, tu vas nous faire le pitch et même le pitch des deux, hein, parce que pour l'instant, on en est à 2 saisons et la troisième est annoncée pour bientôt, je crois. Oui, le Pourquoi? 22 novembre. Le Elle 22 sort le novembre. 22 novembre. D'accord, super. Je suis super pour moi. Parce que je suis restée sur ma fin là, mais je vais pas le dire pour pas spoiler, mais bon. Et Brooklyn Paradis, il y a un côté par rapport à Lacan qui est plus franche comédie, hein. Ouais, Mais oui. je dirais que la saison 2 est beaucoup plus sombre, hein. La saison 1, c'était de la franche comédie. La saison 2, voilà, la saison 2, on est un petit je trouve que tu as un peu abandonné la comédie. Enfin, comme les personnages sont et la situation est un peu loufoque. Alors bien sûr, l'idée de comédie reste, mais en fait, finalement, c'est de plus en plus sombre, je dirais, hein. Donc on est dans du polar, quoi, dans du vrai polar. Alors, ce qui me fascine aussi dans Brooklyn Paradis, mais on en parlera peut-être plus tard. Alors, vas-y, fais-nous le pitch de Brooklyn. Alors, la série démarre, c'est une héroïne qui s'appelle Courtney Burden. Elle vit à New York, à Brooklyn, et elle est très riche. Son mari travaille dans les hedge funds, donc à la bourse. Et, elle est très riche, elle a pas besoin elle a rien besoin, elle vit dans un quartier génial, bon, tout ça, elle a tout ce qu'elle veut. Mais elle a une petite manie, c'est de ramasser les choses dans la rue. Voilà, c'est un peu son dada. Au départ, c'est un peu son dada. On va voir que c'est plus qu'un dada, mais au fil des saisons. Mais donc, elle ramasse un matin, elle est paysagiste, elle reprend son travail après avoir eu 2 enfants, etc. Elle a 2 fils. Et elle, elle s'égare dans un quartier de Brooklyn, Dumbo, et elle voit un canapé sur un parking. Donc, un canapé en cuir, en très bon état, elle n'y résiste pas, elle s'arrête. Et évidemment, déménager un canapé toute seule, c'est pas évident. Il y a 2, 3 prostituées qui sont là. Elle prête pas trop attention au fait qu'elle soit prostituée. Elle est dans son truc, elle veut ramasser ce canapé, elle veut absolument le mettre dans sa 4x4, dans son 4x4. Donc, Et les prostituées sont costauds, hein, faut le dire. oui, bah, des prostituées avec de la testostérone, on va dire. Oui. Donc, elle l'aide à mettre le canapé. Et en fait, il y a un quiproquo puisqu'elle la prennent pour une agent de la fédérale, ou FBI, ou un agent fédéral. Donc, voilà, elles obéissent un peu, elles n'osent pas trop dire non, elles se disent c'est la police, etc. Donc voilà, ça démarre comme ça. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que le canapé n'est pas abandonné du tout. Il appartient Ouais. à des gens d'un milieu complètement différent, on peut dire des gangsters. Et donc voilà, tout va démarrer à partir de ça. Bon, stop, hein. Ça, c'est Non, la ne dis saison pas. 1. Ouais. Oui, ça, c'est la saison 1. Bon, finalement, on peut pas trop pitcher la saison 2 sans C'est spoiler. difficile sans Oui, révéler. d'accord. Disons Non, que mais oui. Ouais, disons que le canapé, elle le ramène chez elle, etc. Bon, les gens à qui appartient le canapé vont vouloir le récupérer. Manque de peau, il, ça va pas marcher tout de suite du premier coup. Et elle va quand même réussir à récupérer le canapé, mais il va manquer un coussin. Voilà, donc ça commence à être compliqué. Et cette histoire-là va affecter toute sa famille. Stop, 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 Voilà. stop. Bon. Oui.
En fait, difficile. le canapé dans ta série, il fait un peu. Bon, d'abord, il devient un personnage à part entière. Hein, Oui, oui, voilà. Hein, comment un objet peut devenir un personnage. Et puis aussi, un personnage, effectivement, comme tu viens de dire, comme il influe. Le film de Pasolini, là, c'était quoi, Théorème, ou je sais plus comment ça s'appelait. Non, tu sais, théorème peut-être. Ouais. oui, le personnage qui arrive dans une famille qui bouleverse tout. Oui, Ouais, oui, qui arrive. Oui, oui, c'est théorème. oui, C'est à oui, trois. Oui, 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 voilà. il y a un personnage qui. Qui fait ça. Ben, toi, c'est le j'ai- canapé dans Brooklyn, quoi, en fait. Alors, est-ce que pour écrire Brooklyn Paradis, tu t'es inspiré de quelque chose en particulier, une inspiration littéraire, je veux dire. Littéraire? Bah, oui, en fait, les feuilletons, il y a deux influences, à la fois les feuilletons du 19e, en fait, qu'on pourrait penser que non, mais vraiment, j'aime bien cette forme. Et j'ai dû même en relire et je me suis aperçue que c'est hyper intéressant. Enfin, je vous J'adore. recommande de relire les romans, ce qu'on appelle aujourd'hui les romans du 19e, mais qui en fait étaient des feuilletons. C'est intéressant de voir comment les auteurs se débrouillaient d'un jour à l'autre, parce que la plupart du temps, ils écrivaient tous les jours. Hein. Ça paraissait chaque jour, donc ils étaient quand même assez productifs. Et comment ils se débrouillaient justement avec les petites techniques, des techniques de narration, et aussi le fait, la pression d'avoir à fournir du texte tous les jours, quoi. Ça, c'est hyper impressionnant. Enfin, moi, ça m'impressionne. Oui, et c'est eux qui ont inventé le Et cliffhanger. le deuxième, oui, C'est eux qui ont inventé le cliffhanger, à chaque fois, à la fin de ce qui paraissait, il fallait que ça intéresse pour que le journal se vende encore plus le lendemain. ouais. Complètement, ouais, ouais. Ils ont vraiment inventé beaucoup de choses qu'on utilise aujourd'hui, et Mm. notamment même les techniques de comédie, les techniques de cliffhanger, enfin, toutes les petites techniques Mm. narratives qui font que les lecteurs continuent à lire, ont envie de lire. Voilà, Oui. ça vient des auteurs du 19e. Et l'autre, c'est que il y a un auteur vraiment de polar américain que j'aime beaucoup, c'est Ed McBain. Et il n'est pas forcément humoristique, mais il y a quand même de Non, l'humour non, chez oui, lui. oui. Tu Un connais, humour non, très Ed noir. Oui, 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 McBain? je connais bien. C'est 84 pressing, 87 pressing, Oui. 87e pressing. Et vraiment, c'est un des auteurs de polar que j'aime le plus Il a une femme, je crois que aux la femme du États-Unis. héros est malentendante, non? Oui, 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 tout à fait. Mm, Ouais, mm, mm. ouais, ouais. Et ouais, c'est un auteur que j'aime beaucoup, que je recommande à tout le monde de lire, qui est à la fois, c'est du polar assez simple, ce sont des histoires assez simples, mais les personnages sont super riches. Oui, oui. Et puis, il y a quand même une certaine dose d'humour, pas du tout, pas forcément comique Non, comme dans Brooklyn, mais non. il y a des répliques, ces répliques sont très drôles, oui. Oui, oui, oui. Il y a de l'ironie, disons. Un peu d'ironie, un peu d'humour noir parfois. Oui, Oui, oui. Alors, d'où est oui, venue ton oui. idée pour Brooklyn Paradis? Ah bah, c'est un fait divers, en fait, qui m'a donné l'idée. C'était il y a plus d'une dizaine d'années à New York, il y a eu, ils ont trouvé un canapé dans un camion, une camionnette. C'était à Manhattan, c'était pas à Brooklyn. Et ils ont ramassé cette camionnette, ils ont ramassé le canapé. Et au moment les hommes, les employés de la ville, au moment de jeter le canapé à la benne, si tu veux, à la Oui? décharge, eh bien, ils se sont aperçus que le truc a été écrasé à la décharge, comme ça Ah se oui, fait, et ça a volé en éclats. Enfin, ils se sont aperçus que en fait, le canapé contenait quelque chose, quoi. ah oui, génial. Ah oui. Et après, ils ont arrêté. Mince. Ben, décidément. Alors attends, stop, stop, stop. Stop, stop, stop. Voilà, je te retrouve, je suis bien contente, on a été coupé, c'était l'horreur, j'avais plus de wifi. Bon, mais tout est rentré dans l'ordre, donc on était resté à ce fait divers que tu avais lu où effectivement la police était tombée sur un canapé rempli de choses. Alors c'était pas un cadavre heureusement, mais donc ça t'a donné en tout cas l'idée d'écrire, enfin l'idée de départ de Brooklyn Paradis. Alors tu as une protagoniste principale en plus du canapé qui s'appelle Courtney.
qui est un peu bizarre quand même, hein, avec ses petites manies. Et puis bon, c'est vrai qu'au début, tu la présentes comme quelqu'un de très lisse, voilà, une bourgeoise, une femme elle est riche, elle est, bon, on a l'impression. Et puis petit à petit, en creusant, on va découvrir des choses de son enfance et on va comprendre pourquoi ben, elle a ses petites manies, elle essaye de réparer les objets. Et elle a, bon, je l'aime bien, Courtney, elle est sympa. Bon, elle n'est pas seulement écervelée, et pas seulement. Donc, on va voir comment elle va évoluer. Mais ma question, c'était donc, est-ce que tu as des points communs avec Courtney? Oh, coquine, oui. Alors, j'ai plusieurs points communs. Alors, comment dire, le plus léger, c'est qu'en fait, moi, j'aime bien ramasser les trucs dans la rue. Ah, d'accord. Mais je sais pas, mon modèle, mais disons que c'est un monde que je connais bien parce que c'est quelque chose que j'aime bien. J'aime bien ramasser les trucs dans la rue. Enfin, en fait, j'ai toujours eu. Il y a quelque chose avec les objets. J'ai un truc avec les objets. Et je trouve ce dont j'ai besoin, mais c'est assez hallucinant. Par exemple, aujourd'hui, je vais te dire j'ai besoin de verre. Tiens, j'ai plus de verre, il faut que je trouve des verres. Je vais sortir dans la rue, je vais tomber sur un carton de verre sur le trottoir. C'est génial. Ça m'arrive j'ai besoin de gants, je vais trouver une paire de gants dans la rue. C'est Voilà, c'est quelqu'un super. a perdu, hein, Oui. mais pas devant moi, sinon je lui rends, Non, mais mais oui, bien vraiment sûr. qui est perdu. Oui. Voilà, Non, mais donc c'est ça m'arrive super. assez souvent. Ben c'est voilà, alors c'est formidable. C'est Mais le destin qui t'exauce quand tu as des besoins comme ça. vraiment, C'est une demande et il te sera donné. Tu sais, il y a cette phrase dans la Bible, demande et il te sera donné. C'est absolument génial. Ben, c'est super. Donc, donc voilà, donc je suis partie de ça. Et sinon, j'ai construit le personnage sur quelqu'un d'autre, sur une personne, quelqu'un d'autre que je connais. Il y a d'autres gens que je connais qui sont plus comme ça, qui sont plus dans son profil, si tu Oui, veux. oui. Et le truc, oui, il y a des choses en commun. Par exemple, ses parents ont divorcé. Bon, mais ça, je connais. Voilà, bon, mais ça, il y a plein de gens qui ont des parents Oui. divorcés. C'est pas extraordinaire. Mais bon, donc je Non, puise mais tu te effectivement, nourris, voilà, tu te je nourris quand peux même dans. puiser dans au moins la façon dont on ressent les choses à un certain âge. Bon, moi, mes parents n'ont pas divorcé quand j'étais adolescente, bien avant, mais on peut puiser même. Bon, on connaît Oui, toujours bien des sûr. gens qui ont eu leurs parents qui ont divorcé à l'adolescence ou très jeunes, donc on peut puiser là-dedans dans ce qu'on connaît, dans des Oui, univers oui, qu'on connaît. oui, Et puis bon, je connais très bien New York. oui. J'y ai vécu 20 ans et j'y vis toujours. Et ce milieu, alors, ce milieu de boursier, de trader, Oui, tu... je connais un peu, oui, je Ah connais oui, aussi. C'est un peu, disons que je connais des gens comme ça à New York, oui, voilà, et oui, je connais d'accord. aussi des Donc gens tu as pu un différents. peu espionner, un petit peu observer, Les comportements, oui. comment on Le vit comme rapport avec les être. domestiques, rapport avec Oui, les le domestiques. rapport avec les domestiques. Alors, il y a un lecteur qui m'a demandé, qui m'a dit, je comprends pas pourquoi Courtenay a embauché une femme de ménage qui parle pas anglais. Mais en fait, c'est très courant à New York. Oui, bien sûr. Les gens immigrent, ils arrivent, ils parlent pas forcément l'anglais et ils vivent dans une communauté, par exemple pour les Sud-Américains, ils vivent dans une communauté sud-américaine, ils n'ont pas besoin espagnol, ils n'ont pas besoin vraiment d'apprendre l'anglais, Non, juste, ils n'ont pas besoin en fait. non, non, c'est vrai. Et puis il y a une empathie, pour Courtenay, il y a une empathie, c'est-à-dire que elle a eu beaucoup d'empathie pour sa femme de ménage qui n'a qu'un bras aussi. Bon, ben ça Oui, c'est ça, comique, mais oui, oui. ça c'est un élément que j'ai mis comique. Mais elle a beaucoup d'empathie pour elle, donc elle lui excuse aussi le fait qu'elle puisse pas vraiment bien communiquer avec elle, par exemple. Oui, oui, Mais oui, 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 oui. C'est très amusant. Bon, c'est un ressort comique pour toi aussi parce voilà. qu'elles Oui. échangent, elles cherchent avec le Google Translation et tout ça. Bon, c'est marrant. Mais c'est vrai que je crois qu'à New York, ils vont, enfin à New York ou en tout cas aux États-Unis, la langue espagnole va passer première langue parlée dans les écoles, je Elle est crois. déjà, Oui, 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 parce oui, que oui, oui. ce qui est curieux aux États-Unis, c'est qu'il n'y a pas il y a pas de langue nationale, en fait. C'est bizarre, hein, quand Dans même. la Constitution, il n'est écrit nulle part qu'il faut absolument que la langue officielle est Et l'anglais. l'anglais, ah oui.
Et donc, c'est vrai qu'on peut imaginer dans 200 ans, ou même 100 ans, qu'une autre langue prenne. Que ça devienne l'espagnol, la langue principale aux États-Unis. En Californie, je crois qu'il y a plus de gens qui parlent espagnol qu'anglais hein, Ouais, ouais. aujourd'hui, je crois, dans les chiffres, et probablement à New York, c'est possible Mais aussi. bon, il faut voir aussi quelle est la langue du pouvoir et si dans l'administration, voilà. Et ça peut créer au contraire une dissension encore plus grande entre les populations. Voilà, les puissants parleront anglais et les autres parleront espagnol. Quoi, voilà. Il Ouais. faudra de toute façon parler espagnol, tout le monde, mais bon, l'anglais resterait l'apanage de ceux qui ont le pouvoir, qui vont à L'argent, l'école, etc. Par exemple, à Haïti, il y a deux langues officielles, le français et le créole. C'est une oui, langue officielle, le créole, mais donc tout le monde parle plus ou moins le créole, sauf que ceux qui parlent le créole et qui ne vont pas à l'école parce qu'il y a un fort taux d'analphabétisme, eh bien, ils n'apprennent jamais le français. Parce que le ouais, français, tu l'apprends si tu vas à l'école. Voilà. ouais. Et on peut imaginer que l'anglais, ça pourrait, aux États-Unis, pourrait devenir quelque chose comme ça. Voilà, tout le monde parlerait espagnol, mais il faudrait aller à l'école pour maîtriser la langue anglaise, quoi. Un peu Ouais. comme nous, les Français, quand on veut pas avoir l'air trop bête. Allez, quand on se déplace, voilà, si on parle pas anglais, on a l'air bête, quoi, maintenant. Voilà. Bon, enfin bref. Alors les personnes, alors il y a une foultitude de personnages secondaires dans ton roman. Alors moi, j'ai imaginé que ça fonctionne un peu par cercle. Alors tu as le premier cercle qui est le cercle de la famille, des proches. Hein. Alors il y a le mari, Jeb, il y a les enfants. Elle a deux fils, un ado très pénible, je dirais à baf, un ado à baf, par contre un petit de 4-5 ans vraiment adorable. Il y a les deux domestiques, je les mets dans le cercle familial, hein, Dora. Ils font partie de la famille Oui, voilà, ils complètement. font partie de la famille. Et Arlan, qui prend fait et cause aussi. Il y a le chat, hein, il fait partie spécial cas. Pourquoi spécial cas? Tu vas m'expliquer. Bon, voilà. On peut alors, si on élargit un peu ce cercle, on a les amis de l'adolescent avec les parents de l'ami et les babysitters. Bon, voilà, tout ça, c'est toujours le cercle. Et puis tout d'un coup, on a un deuxième cercle. Alors, c'est beaucoup plus large. Et là, on a, bon, d'abord les deux idiots qui perdent leur canapé et qui font partie déjà de cet autre monde, du monde de la pègre, etc. Et là, et qui nous ouvre les portes vers des gens qui sont ceux du troisième cercle, donc les prostituées, mais aussi les malfrats, quoi. Il y a des Asiatiques, il y a des Portoricains, voilà, c'est la vraie mafia qui fait ce trafic de je ne dirais pas quoi. Voilà, donc, mais ça fait beaucoup de monde, ça, pour un écrivain. Comment tu fais? Parce qu'en plus, il faut reconnaître que enfin, il faut bien le dire, chaque personnage est vraiment prend vie, quoi, dès que tu en parles. Donc, comment tu maîtrises tout ça? Bah, je sais pas trop, hein, c'est un peu peut-être, c'est en moi. Mais il y a une chose qui me porte beaucoup, ce sont les accents. J'adore les accents. Et j'ai connu dans ma vie beaucoup de gens avec des accents et c'est quelque chose qui m'a marqué. Et donc, j'utilise beaucoup de ces personnages, en fait, on parle, ou un anglais, ils parlent anglais, enfin là, Oui, le roman est en français, mais en réalité, moi, je les vois en anglais, hein. oui, oui, oui. Et donc, ils ont tous des accents, et ça personnalise quelqu'un tout de suite. Et ça personnalise, même au niveau du caractère, la façon de s'exprimer. Et je pense pour le lecteur, c'est assez. Non, je crois pas que Marquant. je pense que c'est pour toi. Ça doit être ta clé à toi. Grâce Ouais, à l'accent que tu entends certainement, qui résonne dans ton oreille, ça t'ouvre la porte du pour personnage. le personnage, Oui, ouais, oui, c'est un oui. personnage que j'ai aimé. Et souvent, beaucoup de personnages, en fait, même dans ces. C'est pris sur le modèle de quelqu'un que j'ai rencontré à un moment donné dans ma vie, Ah, forcément. voilà, oui, oui. Je pars de là, et puis c'est l'accent qui m'ouvre, comme tu dis, la clé, c'est l'accent. Et, et donc, si tu veux écrire un roman à New York, pour moi, c'était idéal parce que j'ai la clé à Oui. chaque fois, puisque la plupart des gens ont un accent, et même s'ils n'ont pas un accent d'une autre langue, ils ont un accent, D'un quartier ou d'un. Oui, voilà. oui, oui. Oui, Et c'est super. c'est. Mais j'aime beaucoup. Je sais pas, je suis habitée par tellement. Moi, j'ai l'impression des fois d'être habitée par des millions de personnages et j'ai pas le temps de tous De tous les laisser parler, les s'exprimer. faire vivre, voilà.
Bon, ben, en tout cas, là, il y en a beaucoup, et puis ils vivent bien. Donc, non, non, ils sont bien présents. Je voudrais passer peut-être j'aimerais bien savoir si, comment du point de vue vraiment du processus de création, comment tu organises? Est-ce que tu as des recettes? Ta structure de récit, comment tu fais? Mmh. J'improvise beaucoup, mais par exemple, pour la série, au départ, j'avais une idée quand même, j'avais Courtney, je pars toujours d'un personnage. En fait, je pars toujours des personnages, moi. Oui, oui, J'avais Courtney, je savais qu'elle était riche, elle avait cette petite manie et qu'elle trouvait ce canapé, et cetera. Mais je savais où elle allait, c'est-à-dire que je savais que tout ça allait la mener dans plein de problèmes. Et je savais aussi à la fin comment ça se terminait, je ne veux pas le dire ici, mais je savais où on arrivait à la fin. Et eh ben, j'ai beaucoup improvisé et c'est par rapport aux personnages qui sont. Par exemple, en fait, quand j'écris une scène, je réfléchis à quelle scène pourrait être intéressante pour ce moment-là, pour faire avancer l'histoire, par exemple. ah oui, oui, Donc, je cherche la scène la plus intéressante possible et quels sont les personnages qui seraient idéaux aussi pour cette scène. Donc ça m'a fait naître des personnages. Par exemple, pour le canapé, je me suis dit que ce serait sympa à 6 heures du matin sur un parking, 7 heures du matin, il n'y a pas grand monde. oui, oui, Donc, oui. qui pourrait être là et qui pourrait être amusant, parce que j'avais envie qu'il y ait beaucoup d'humour dans la série, parce que ça m'amuse. Donc, je me suis dit, bah, trois, trois travesties, ça serait idéal, quoi. Oui, oui, Ça, oui, ça, oui. ça serait drôle, parce qu'en plus, elles sont musclées, alors qu'il faut déménager un canapé, si c'est juste des petites nanas sur des talons, ça. Voilà, il y avait. Bon. Oui, 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 oui. Super, super. Non, non, mais je Donc, comprends. Donc, en fait, tu as une idée de départ quand même assez bien élaborée. Tu sais où tu vas. Tu je sais sais où je vais à la fin, mais je savais pas au milieu comment ça allait Voilà, se voilà. passer. Et après, c'est poussé par palier en fonction des scènes. Une scène, tu essayes de tirer d'une scène, voilà, ce qui va te permettre à la fois d'avancer et d'être riche et intéressant. Bon, là, dans le Ah, sens comédie, mais bon, voilà, d'accord, ok. Non, mais c'est très une intéressant. scène comme ça, ouais, Oui, de ce qui va être utile. Par exemple, là, j'ai presque fini la saison 3 et il me manquait une scène et ça y est, finalement, je l'ai trouvée. Et ça va plaire à mes lecteurs parce qu'il y a un petit clin d'œil. Bon, ça va plaire, je pense. Ça. C'est un clin d'œil vraiment pour mes lecteurs qui me suivent comme toi ou d'autres oui, lecteurs qui me suivent. Ils vont être très contents. Voilà, Mais ça m'a pris du temps pour que cette scène, je l'avais dans la tête, mais comment. J'ai eu plusieurs solutions. On a toujours plusieurs solutions en oui, fait. bien sûr, c'est ça le problème. Et il faut trouver celle qui va vraiment être bonne et qui va pouvoir donner envie de nous pouvoir faire rebondir l'histoire Oui, oui. donner envie au lecteur de continuer, mais aussi pouvoir faire avancer l'histoire et la faire rebondir aussi. Voilà. Alors, en ce qui concerne l'écriture, vraiment, toi, tu qualifierais ton style d'écriture, comment tu le... Parce que, bon, par rapport à dans l'évolution, dans les différences entre tes romans, mais il y a un point commun dans ton écriture, et alors toi, tu parlerais comment de ton écriture, vraiment? Je dirais foisonnante. Cet adjectif, foisonnante, parce qu'il y a beaucoup de monde, je sais, il y a beaucoup de monde, non, Oui, comme mais tu c'est dis. aussi, j'aime bien ce mot parce que, effectivement, ton écriture, elle est foisonnante, mais autant horizontalement que verticalement. C'est-à-dire que, effectivement, il y a beaucoup de monde, bon, c'est quantitatif, mais après, pour chaque personnage, c'est foisonnant aussi au niveau de la richesse de ce que tu vas chercher pour le Chez le personnage. personnage, Oui, ouais. oui, oui, oui. Et ce que j'aime dans la série et pourquoi je l'écris, parce que pourquoi je l'écris au fur et à mesure, et non, j'aurais pu attendre 2 ans et sortir toute cette Oui, histoire ensemble. Mais en réalité, moi, j'aime l'improvisation et j'évolue avec les personnages et sur le temps, moi-même en tant qu'auteur et même que personne, j'évolue. oui, bien sûr. Et donc, mes personnages évoluent avec moi et je pense que du coup, ils sont plus riches, effectivement. Donc, je travaille plus sur le vertical que Oui, si oui, tout j'écrivais à fait. le roman sur un an à fond. Et voilà, je trouve que c'est plus riche. Et j'intègre aussi un petit peu de l'actualité. Oui, oui, J'intègre aussi un peu l'actualité, surtout de l'actualité aujourd'hui aux oui, États-Unis, qui est oui, très intéressante et qui va dans le thème de la série oui, oui, actuelle. bien sûr. Oui, Ouais, oui, super. voilà. Bon, alors là, on arrive au moment où moi, je me régale, donc, parce que je vais lire un extrait
de ton roman. Donc j'ai choisi le passage. Bon, j'avais pas beaucoup de possibilités. Il n'y en avait qu'une, ça s'est imposé. C'est quand Courtenay va trouver le canapé. Hein, voilà, c'est incontournable. Alors, Courtenay avait dû rater une rue. Elle se retrouva face au fleuve, ne pouvant avancer plus loin. Le quartier, désolé, ne lui inspirait pas confiance. Comment pouvait-on habiter dans ce coin? Certes, la vue sur Manhattan était épatante. Cependant, elle préférait de loin sa coquette maison de 3 étages dans le quartier de Brooklyn Heights. Je ne sais pas si on dit comme ça. Elle entreprit le grand tour du parking. La marche arrière n'était pas son sport favori. Dos à la rivière, elle l'aperçut. Posée au milieu du parking désert, noir et cossu, une vision surréaliste, comme elle les aimait. Il semblait crier, implorer qu'on s'intéresse à son sort, qu'on l'adopte. Elle ne remarqua pas le fourgon violet, tellement elle était obnubilée par la présence insolite de ce canapé. Elle ne pouvait pas laisser passer une occasion pareille. Au diable les résolutions, les promesses à son mari. Elle coupa le moteur, jeta un coup d'œil circulaire sur le parking et s'aventura hors de sa Cherokee. D'un pas méfiant, elle tourna autour de la chose. Le cuir approchait l'état de parfaite condition. Elle posa une main sur l'assise, tâta les coussins. Ils étaient fermes, très fermes même. Un frisson d'excitation lui remonta tout le long de la colonne vertébrale. Voilà, j'adore c'est quand elle trouve ce canapé parce que vraiment c'est une rencontre amoureuse. Hein, bon, voilà, tout y est. Tu as écrit ça comme c'est de la romance, comme la romance entre Courtenay et le canapé qu'elle découvre. C'est une idée, hein, romance avec un canapé. Oui, voilà, coup de foudre, c'est le coup de foudre. C'est vraiment un passage que j'adore. Donc j'espère que ça va donner envie de lire la suite aux lecteurs qui ne te connaissent pas encore parce que vraiment c'est super. Alors, ce roman, est-ce qu'il a eu un chemin éditorial particulier? Est-ce que tu veux nous en parler? Oui, je voulais juste dire que tu l'as hyper bien lu, j'ai bien aimé, moi, ça m'a fait voir le morceau d'une manière un peu différente. Oui, ce que j'aime bien dans ces passages, quand j'ai des entretiens avec les auteurs, c'est que, alors je m'en rends pas compte tout de suite parce que là je lis, donc j'ai le texte sur le. Mais après, quand je visionne, je vois les réactions de l'auteur pendant que je lis et j'adore ça, vraiment, c'est super parce que oui, c'est super. C'est vrai que c'est bon, ben c'est moi, c'est ma façon de me l'approprier. Oh, et puis bon, j'adore lire à voix haute, donc je me fais plaisir, mais j'adore aussi après voir la réaction de l'auteur quoi, pendant que je lis son texte. Oui, oh, c'est chouette. Bon, enfin bref. Donc, alors, l'histoire, oui, il y a eu une histoire éditoriale et en fait, ben, j'en suis très contente de cette histoire éditoriale puisque cette série n'aurait pas existé. C'est intéressant parce que à l'époque, l'éditeur s'appelait Labourdonnais et il y avait un directeur de collection, Laurent Bettoni, qui a lancé la série. Alors vraiment, là, c'est la série format télé, alors que quand j'ai fait Lacan, j'étais pas encore dans ce format télé. Vraiment, on le fait comme à la télé, mais c'est une série littéraire, voilà. Et donc, j'ai voulu quand Laurent Bettoni a créé cette série, je me suis dit, ouais, c'est vraiment bien, c'est une super idée, j'aime le format, j'aime tout. Donc, j'ai cherché une idée, je me suis souvenue de ce fait divers dont j'ai parlé tout à l'heure, et j'ai proposé donc le premier épisode de la série et en gros le petite bible, mini-bible, etc. Et Laurent Bettoni l'a pris, voilà. Donc ça a commencé comme ça. Ouais. Donc je ne peux qu'être contente puisque maintenant, aujourd'hui, je viens de finir la saison 3. Bon, entre-temps, il s'est passé que la maison d'édition a fermé, que j'avais ou le choix de passer chez un autre éditeur ou celui de reprendre mes droits et j'ai préféré reprendre mes droits. Voilà. Oui, d'accord, ok. Donc tu le sors maintenant en indépendant. Voilà, donc j'ai retravaillé la saison 1 un peu. Oui. Oui, je l'ai ressorti en auto-édition et puis j'ai fait la saison 2. Là, je fais la saison 3 sort au mois de novembre, le 22. Et je sortirai la saison 4, la dernière, ce sera la dernière saison, au mois de mai ou juin, début juin, quelque chose comme ça. D'accord. Donc en fait, toi, parfois tu es édité chez des éditeurs, donc parfois tu es en indépendant, beaucoup en indépendant, mais donc tu es dans ce cadre des auteurs hybrides.
Alors, comment est-ce que tu vis ça et est-ce que tu as eu des belles surprises en auto-édition? Oui, oui, mais Comment tu vis tout ça en fait, toi? moi j'ai tout ça. Moi, je suis assez contente parce que si je regarde 6 ans, 6 ans en arrière à peu près, j'ai publié énormément de livres en fait, Oui, que je n'aurais pas publié avec une maison d'édition puisque le temps qu'on envoie le livre, que le livre soit publié en 5 ans, peut-être si j'aurais réussi à publier une série en oui, 6 ans. oui, Donc déjà, ça, c'est énorme. Et puis surtout, bon, hier soir, j'ai fait une soirée où j'ai présenté la saison 2 que j'avais encore jamais présentée en papier à Paris dans les mardis littéraires rive gauche, là, avec Laure Lapègue. Je sais que tu as fait des choses avec elle aussi. Et j'ai fait quand même un petit bilan et je me dis, j'ai quand même des gens qui suivent. J'ai des lecteurs, il y a des gens qui oui, suivent mon oui, travail, qui suivent ce que je fais en tant qu'auteur, mais parfois aussi en tant qu'auteur indépendant. Mais les deux, disons, des fois se mélangent. Et ça, je crois que bah, c'est l'auto-édition qui me le donne, ça pas forcément une maison d'édition. oui, oui, c'est vrai. Parce que j'ai toujours un livre dans une maison d'édition, c'est Publinet. Et je fais rarement des choses avec eux. Mon livre n'est pas un livre qui est en avant dans cette maison d'édition, parce que c'est pas très grave, hein, mais je me rends compte que ça me, il se passe pas grand-chose du côté de la maison d'édition, en fait, finalement, et que c'est pas pour blâmer cette maison d'édition particulièrement, mais je pense que même si j'avais aujourd'hui d'autres livres dans les maisons d'édition, je pense pas que je ferais mieux. Personnellement, je ne pense pas que je ferais mieux que ce que j'ai fait depuis 6 ans. Oui, 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 c'est ça. C'est certainement une très bonne analyse. Bon, il y a aussi peut-être un sentiment de contrôle sur ce que tu fais et puis de liberté, bon, que tu perdrais certainement avec une maison d'édition. Oui, oui, et puis en fait, je me permets aussi de publier comme ça un peu. J'improvise. Une maison d'édition, il faut présenter les 4 saisons et peut-être là, ils seraient intéressés. Et peut-être qu'ils seront intéressés quand les 4 saisons seront sorties. Oui. C'est possible, mais voilà, il faut quand même. On peut moins travailler à l'improvisation. Moi, j'ai plus l'impression qu'en tant qu'indé, on travaille un peu comme des acteurs ou comme des comédiens de cabaret. On est un peu au cabaret, quoi. Et on fait les choses au fur et à Oui, mesure. c'est ça, oui. Et on avance, on est expérimente. poussé soi-même par les publications qu'on sort. Voilà, on est Ouais. poussé par les quelques emails qu'on peut Lecteur. recevoir des Oui, lecteurs qui nous disent j'ai adoré, je veux la suite. Des rencontres, on rencontre beaucoup plus, en fait, en auteur indépendant, je pense qu'on rencontre beaucoup plus les lecteurs, oui, que ce oui, soit bien sûr. On a à des travers les contacts. réseaux sociaux ou même en live, comme on dit. En live, on les rencontre beaucoup plus parce qu'on est beaucoup plus accessible. On n'est pas derrière l'écran de la maison C'est vrai, d'édition. c'est vrai. Mais par Alors, contre, toi, tu te déplaces beaucoup, tu fais beaucoup de signatures, de oui, rencontres. je fais ça depuis 2016. La rentrée 2016, j'ai commencé à faire ça. Je pense que c'est important parce que je me suis aperçue que j'ai beaucoup de lecteurs qui sont papier, en fait. Oui, 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 d'accord. Que c'est aussi le marché, hein, Ben oui, il bien faut être sûr. honnête. Mais j'ai pas mal de lecteurs qui achètent en papier, qui lisent en papier, donc il faut pas les laisser Ben non, tomber, bien quoi. sûr, bien sûr. Il faut faire les choses pour eux aussi. Non, non, c'est bien. Il faut, bon, mais il faut trouver le temps aussi. Mais c'est bien si tu arrives à faire, à te Par contre, c'est déplacer. un peu Bon, serré. c'est beaucoup dans la région parisienne aussi, comme tu habites dans la Oui. région parisienne, donc ça Là, permet je de. serai à Bordeaux pour ceux qui nous Oui. écoutent, qui nous écouteraient et qui sont sur Bordeaux et la région. Je serai à Bordeaux Quelle le date? 3 novembre Oui. je sais plus le nom du café, mais vous pouvez trouver ça sur mon site. Et le 25 à Libourne, je serai pour ces deux activités, une soirée un peu littéraire autour d'un thème, Oui. et l'autre, c'est vraiment une dédicace au comptoir livresque de Libourne.
Et je serai encore en compagnie de Laure Laure Lapec. Lapec, d'accord. Alors, je précise juste qu'on est en 2017, hein, parce que les films restent longtemps. Hein. Si quelqu'un tombe sur ce film dans 3-4 ans, donc qu'il se précipite pas à Bordeaux le 23 novembre. La semaine prochaine. Si on est en 2019, ça sera raté. Bon, alors, est-ce que tu pourrais, si on termine là, bon, à la suite de tout ça, il y aura tes liens, il y aura tout ça, hein, sur le YouTube et aussi sur mon blog. Mais je voudrais te demander, pour te quitter, si tu aurais un truc ou un secret que tu voudrais donner à quelqu'un qui veut écrire. Eh ben, je lui dirais, il faut oser. Et là, je vais parler plutôt de l'écriture, pas juste d'oser faire quelque chose. Mais récemment, j'ai lu un Frédéric Dard, j'ai lu un Saint-Antonio. J'en avais lu jeune, mais j'avais un peu oublié. Et je me suis dit, mon Dieu, il est gonflé, comment il écrit. Et je me suis dit, la liberté qu'il prend pour écrire. Et du coup, bon, moi, j'avais l'impression de prendre beaucoup de liberté dans Brooklyn et de m'amuser et d'oser écrire des choses et de pas me censurer. Et je me dis, mais on peut aller beaucoup plus loin. Lisez un Saint-Antonio, vous allez voir qu'il se permet des choses avec la langue française. Il y a même des fois, moi, je ne comprends pas. Ah ben oui, c'est normal. Il invente un langage aussi. Il invente. Et donc, voilà, c'est ce conseil-là que je donnerais. Je dis, n'hésitez pas à inventer. Oser inventer. Oui, parce qu'on n'en a pas parlé, mais je m'étais dit que je voulais t'en parler justement. J'ai constaté effectivement au fur et à mesure qu'on avance dans la série, dans Brooklyn, ta façon d'utiliser effectivement l'argot, voilà, des expressions argotiques de plus en plus. Donc, c'est ce qui n'est pas évident pour quelqu'un qui tu es bilingue, le français n'est peut-être pas ta langue maternelle, j'en sais rien. Ma langue maternelle, ta langue maternelle. Ah, d'accord. Mais je m'inspire, je regarde un peu sur le net le vocabulaire, je fais un mélange parce que je ne connais pas l'argot d'aujourd'hui. Hein, oui. Mais je pioche un peu et puis j'en fais un peu ce que je veux. Oui. Et du coup, ce Saint-Antonio m'a vraiment il m'a vraiment bluffé, quoi, de voir comment il se permettait d'associer des mots. Et ce qu'il arrive à faire, c'est que, et moi c'est ce que j'essaye de faire aussi, c'est même si vous ne comprenez pas le mot, vous n'avez jamais vu ce mot-là, vous comprenez le sens du mot dans la phrase. Oui. Voilà, donc mais vraiment oser l'imagination, oser la créativité. L'invention. L'invention. Toi, tu le fais beaucoup dans Rosie Maldon. C'est pas moi, c'est elle. C'est Rosie Maldon qui le fait, c'est pas moi. Ouais. Mais bon, c'est toi quand même qui as inventé ce personnage. Mais, et ça, c'est super. C'est très important, je pense. C'est jubilatoire. Et on s'amuse en tant qu'auteur. Et donc, si on s'amuse, je pense que les lecteurs vont s'amuser aussi. Oui. Merci de cet excellent conseil que tu donnes. Je trouve génial. C'est plein de richesse, c'est plein de bonheur, c'est plein de joie, de la joie de l'écriture. Voilà, on va se quitter sur la joie de l'écriture. Je suis très contente de cet entretien. C'était gai, c'était super. On a parlé de beaucoup de choses. Je suis vraiment très contente. Je suis sûre que je vais revoir ça avec beaucoup de bonheur. Et je te dis au revoir. Je te dis au revoir, voilà, on va se quitter là. Et puis, voilà. Alors, ça paraîtra à la fin du mois, hein, je te le dis. Allez, ciao. Bon, allez, je coupe parce que sinon, moi, j'arrête jamais. Ciao. Ayakis, merci. Bonne journée. Bonne journée.